Et si le sacrifice de l'Europe n'était pas ce qu'on vous raconte? Imaginez la scène. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, debout devant le Parlement australien, s'exprimant solennellement sur la souveraineté énergétique. Soudain, elle lance aux députés un défi d'imagination. Imaginez, dit-elle, que votre pays soit obligé, du jour au lendemain, d'interdire l'exportation de minerais de fer. Un choc. Pour l'Australie, le minerai de fer, c'est la colonne vertébrale de l'économie, plus de 130 milliards de dollars d'exportation chaque année. Pour les élus dans la salle, ce n'est pas une abstraction. Ils vivent cette réalité. Ils savent ce que cela signifierait. Ursula von der Leyen enchaîne, presque sans pause. C'est exactement ce que nous avons dû faire en Europe avec le gaz russe. Un geste présenté comme immédiat, héroïque, un sacrifice assumé au nom des valeurs et de la sécurité. Et là, un mot-clé surgit dans son discours, glissé avec un sérieux particulier. Douloureux. Douloureux pour l'Europe de renoncer au gaz russe? Elle le dit elle-même, sans détour. Mais qu'est-ce que cela recouvre vraiment, ce mot douloureux? Un simple effet de style pour frapper les esprits, ou la pointe émergée d'une réalité bien plus compliquée, bien plus risquée? Parce que croire à la version officielle, c'est imaginer un choix net, une décision prise dans l'urgence, assumée collectivement. Mais quand on creuse, on découvre un tout autre scénario. Une Europe prise de court, contrainte d'avancer au rythme des marchés, des industries qui s'arrêtent, des factures énergétiques multipliées par 17, des usines d'aluminium et de chimie qui ferment ou déménagent, des emplois supprimés en silence. Quand Ursula von der Leyen affirme devant le monde qu'il a fallu faire un choix douloureux, elle donne l'image d'un continent maître de son destin. Mais derrière la rhétorique, les chiffres racontent une histoire de perte de compétitivité, de désindustrialisation progressive, d'adaptation forcée. Alors, le sacrifice européen, est-ce vraiment ce que l'on nous présente? Quels sont les coûts réels pour nos économies, pour nos emplois, pour notre vie quotidienne? Et surtout, que risque-t-on à croire ces récits sans aller voir ce qu'ils cachent? Plongeons dans les coulisses. Que signifie vraiment ce douloureux sacrifice? Avant de juger, il faut comprendre comment l'Europe est devenue dépendante du gaz russe. On a vite fait de parler de sacrifice, ou de présenter le renoncement européen au gaz russe comme un acte héroïque. Mais la vérité est beaucoup plus complexe. Pour comprendre la portée de ce choix et ses conséquences, il faut remonter dans le temps et analyser la façon dont la dépendance s'est installée, décennie après décennie. Au début des années 2000, la situation énergétique de l'Europe se résume ainsi. Plus de 40% du gaz consommé au sein de l'Union européenne est importé de Russie. Ce n'est pas arrivé par hasard. Cette dépendance est le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie, bâtie sur des calculs économiques et des choix politiques assumés. Pourquoi ce choix? D'abord parce que le gaz russe, acheminé directement par des gazoducs, offrait des prix plus compétitifs que le gaz liquéfié acheminé par bateau. Sa livraison, fiable et continue, séduisait les industriels européens, en particulier ceux de l'industrie lourde ou chimique, très gourmands en énergie. À l'époque, l'idée d'une coopération énergétique avec la Russie apparaissait comme un pari gagnant-gagnant. Un approvisionnement sûr pour l'Europe, des recettes stables pour la Russie et, en prime, l'espoir d'un rapprochement politique via la dépendance commerciale. Pourtant, les signaux d'alerte n'ont pas manqué. Dès 2006, puis en 2009, deux crises majeures opposent la Russie et l'Ukraine autour du transit du gaz. Dans les deux cas, des coupures de livraison touchent plusieurs pays européens, mettant en lumière la vulnérabilité du système. Des rapports d'experts sont publiés, des débats houleux éclatent au Parlement européen. Faut-il diversifier les sources? Faut-il investir davantage dans le nucléaire? Mais chaque fois, la logique économique et la volonté de maintenir le dialogue avec Moscou prennent le dessus. L'Europe fait alors un double pari. D'un côté, elle investit massivement dans l'extension des capacités d'importation depuis la Russie, notamment avec la construction de Nord Stream 1, puis le lancement du projet Nord Stream 2, reliant directement la Russie à l'Allemagne sous la mer Baltique. De l'autre, certains pays, comme l'Allemagne, font le choix démocratique de sortir progressivement du nucléaire.
L'argument, répondre à la pression de l'opinion publique après Fukushima et miser sur une transition vers les énergies renouvelables. Mais à court terme, cela signifie remplacer l'électricité nucléaire par du gaz. Moins d'atomes, plus de gaz. C'est un choix assumé, voté, débattu, validé par des gouvernements élus, en pleine connaissance des enjeux. Ce que l'on oublie souvent de rappeler, c'est que ces choix étaient faits en pleine lumière, malgré les avertissements. Les leaders européens savaient que cette dépendance à l'égard du gaz russe comportait des risques. Mais la commodité, la compétitivité économique, la stabilité supposée des relations commerciales et le calcul politique à court terme l'ont toujours emporté. La diversification, elle restait un vœu pieux, évoqué dans les discours, mais peu suivi d'effets concrets. En 2022, lorsque la guerre éclate en Ukraine, la réalité frappe brutalement. L'Europe découvre soudain que près de 150 milliards de mètres cubes de gaz russe transitent chaque année vers ses usines, ses foyers, ses infrastructures. C'est à ce moment-là que le discours change. Il faut se passer du gaz russe. Mais oublier comment on en est arrivé là, c'est risquer de passer à côté des vrais responsables et de ne pas comprendre la portée réelle de la crise énergétique. Parce que derrière la rhétorique du renoncement héroïque, il y a d'abord, et surtout, le prix de décennies de choix stratégiques. Des choix pris en toute connaissance de cause, malgré les avertissements de 2006 et 2009, malgré les débats internes, malgré les scénarios de crise évoqués dès les années 2010. C'est là tout l'enjeu. Comprendre la genèse de cette dépendance, c'est se donner les moyens d'identifier les responsabilités, mais aussi d'anticiper les risques économiques qui pèsent sur l'industrie, sur l'emploi, sur vos finances. Mais que signifie réellement ce renoncement, une fois la crise venue? Le douloureux n'est pas qu'un mot, c'est une saignée industrielle et sociale. Quand Ursula von der Leyen parle devant le Parlement australien et présente la coupure du gaz russe comme un acte héroïque, immédiat, on imagine un basculement brutal, une décision prise dans la douleur, mais dans l'unité. Mais derrière la rhétorique du sacrifice, il y a surtout des chiffres, des fermetures d'usines et des conséquences réelles sur nos économies, nos emplois, notre vie quotidienne. D'abord, il faut se rappeler à quoi ressemblait l'Europe avant février 2022. Le gaz naturel s'achetait autour de 20 € le mégawattheure. C'était le socle de la compétitivité de toute l'industrie européenne. Chimie, métallurgie, papier, engrais, aluminium. Tous ces secteurs tournaient à plein régime. Les usines européennes pouvaient rivaliser avec les États-Unis ou l'Asie parce que l'énergie était accessible, relativement stable et surtout prévisible. Et puis tout a basculé. L'annonce du renoncement progressif au gaz russe a créé un choc immédiat sur les marchés. Les prix se sont envolés jusqu'à atteindre 340 € le mégawattheure à l'été 2022, soit 17 fois plus cher qu'avant la crise. 17 fois. Pensez-y, si votre facture de chauffage ou d'électricité était multipliée par 17, ce serait tout simplement ingérable. Pour les entreprises, c'est pareil, sauf que, quand les coûts explosent, la réaction est immédiate. Arrêt de production, chômage partiel, fermeture pure et simple d'établissements. Les conséquences ont été spectaculaires, mais bien moins relayées dans les discours officiels. Des usines d'aluminium ont mis la clé sous la porte partout en Europe. La production a chuté à son plus bas historique depuis des décennies, avec des milliers d'emplois supprimés ou menacés. Dans la chimie, BASF, le géant allemand, a annoncé délocaliser une partie de ses activités en Chine et aux États-Unis, là où l'énergie est moins chère. Ce n'est pas anecdotique. La délocalisation de BASF, c'est la marque d'une perte de confiance dans la capacité de l'Europe à rester compétitive sur le long terme. Ce qu'on présente comme un sacrifice pour le bien commun, c'est en réalité une spirale d'effondrement industriel. Entre 2022 et 2023, des centaines d'usines ont ralenti ou cessé leur activité. Les licenciements se sont multipliés, parfois discrets, parfois massifs. L'Europe, qui exportait son aluminium, doit désormais l'importer, parce que produire localement coûte trop cher. La sidérurgie et la céramique, qui comptaient sur le gaz bon marché, sont à leur tour fragilisées. L'effet boule de neige est immense. Moins de production, c'est moins d'emplois, moins de recettes fiscales
et un tissu industriel qui s'effrite. La réalité, c'est que ce douloureux dont parlent les responsables politiques n'est pas qu'une formule. C'est une saignée concrète, documentée, chiffrée. Les chiffres du chômage industriel, des pertes de parts de marché, des délocalisations massives le confirment. Or, dans la communication officielle, on préfère insister sur le courage, sur le narratif d'une Europe qui se serait arrachée à la dépendance en une heure, au prix de terribles souffrances choisies pour un avenir plus sûr. Mais est-ce fidèle à la réalité? Prenons un instant pour regarder de près comment s'est opéré ce renoncement au gaz russe. Quand von der Leyen affirme que le gaz russe a été banni en une heure et que l'Europe a tourné la page d'un coup, elle joue sur l'imaginaire du sacrifice immédiat. Pourtant, les documents officiels du Conseil européen racontent une toute autre histoire. Le processus a été progressif, planifié, étalé sur plusieurs années, avec de longues périodes de transition pour les contrats existants. Par exemple, le règlement européen sur l'interdiction du gaz russe a été adopté en janvier 2026, mais il ne prévoyait le bannissement total du gaz naturel liquéfié russe qu'à partir du 1er janvier 2027. Pour le gaz acheminé par pipeline, le délai est encore plus long, courant jusqu'à fin 2027. En clair, quand von der Leyen s'exprimait en mars 2024 à Canberra, le renoncement n'était même pas encore achevé. Il restait 9 mois avant la fin du gaz liquéfié russe, et 1 an et demi pour le gaz par pipeline. Autrement dit, ce fameux coup d'une heure, c'est en réalité une transition de 5 ans, avec des contrats en cours, des délais, des exceptions, et une adaptation progressive des infrastructures. Pourquoi enjoliver ainsi la réalité? Parce que le narratif du coup héroïque impressionne, rassure, galvanise les opinions, alors que la gestion des risques, les compromis, le temps long, ça n'arrache pas les applaudissements au Parlement. Mais ce choix de communication a un prix. Il masque la réalité des conséquences. Il empêche de mesurer l'ampleur du choc industriel et social. Et il nous prive, en tant que citoyens, de la capacité à anticiper les risques véritables pour l'économie, l'emploi et la stabilité de notre environnement. Sous-estimer le coût réel de cette décision, c'est s'exposer à de graves désillusions. Parce que la désindustrialisation, la perte de savoir-faire, la baisse de compétitivité face aux États-Unis et à l'Asie, ce ne sont pas des variables d'ajustement, mais des transformations profondes qui engagent notre avenir collectif. On peut choisir d'accepter ces sacrifices en connaissance de cause, mais on ne peut pas se permettre de les ignorer ou de les minimiser derrière un storytelling politique. Alors, après ce choc, où en est-on aujourd'hui? La question cruciale, c'est de savoir quelle est désormais la nouvelle vulnérabilité énergétique de l'Europe. Parce que si on s'est éloigné du gaz russe, vers quoi s'est-on tourné et à quel prix? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Le risque n'a pas disparu, il a juste changé d'adresse. Quand Ursula von der Leyen déclare, devant le Parlement australien, que l'Europe s'est héroïquement libérée du gaz russe, elle donne l'image d'une indépendance conquise de haute lutte, d'un continent soudainement affranchi d'une dépendance toxique. Mais si on regarde de plus près, la réalité derrière ce récit est bien plus complexe. Et surtout, la vulnérabilité n'a pas été supprimée, elle a simplement déménagé. Le gaz russe, c'était simple. Les pipelines filaient tout droit de Sibérie jusqu'aux villes européennes, sans détour, sans détroit à franchir, sans tankers ni aléas géopolitiques maritimes. C'était un échange direct. Le gaz coulait, ou il ne coulait pas, et on savait immédiatement à quoi s'en tenir. Le reproche, c'était le risque d'être tributaire d'un seul fournisseur, certes peu fiable sur le plan politique, mais techniquement, le système était d'une stabilité redoutable. Aujourd'hui, l'Europe a remplacé cette dépendance unique par d'autres, tout aussi massives, mais moins visibles dans le discours public. Premier pivot, le GNL, gaz naturel liquéfié, qui arrive désormais en grande partie des États-Unis et du Qatar. Sauf qu'ici, la chaîne logistique n'a plus rien de linéaire. Pour le gaz qatari, par exemple, un détail change tout. Il doit obligatoirement traverser le détroit d'Ormuz, ce couloir de 21 km bordé par l'Iran, véritable point de tension permanent au cœur du Golfe Persique. On a longtemps parlé du gaz russe comme d'une arme géopolitique.
Mais fermer un pipeline russe demande une rupture diplomatique majeure. Le détroit d'Ormuz, lui, peut être bloqué du jour au lendemain, non pas pour des raisons économiques, mais à cause d'un conflit armé, d'un incident militaire ou d'une crise régionale. En 2006, lors d'un pic de tension avec l'Iran, les exportations de GNL Qatari ont été brusquement interrompues. Conséquence immédiate, le gaz cesse d'arriver en Europe. C'est ce que la Commission européenne appelle pudiquement la volatilité du marché. En clair, l'approvisionnement devient incertain du jour au lendemain, bien plus imprévisible qu'avec le gaz russe. Et la preuve, elle est tombée cette année. En mars, alors même que von der Leyen célébrait à Canberra le chemin vers l'indépendance énergétique, la Commission européenne, tout aussi officiellement, envoyait une recommandation urgente à tous les États membres. Commencez dès maintenant à remplir vos stocks de gaz et préparez-vous à d'éventuelles ruptures d'approvisionnement. Pourquoi cette panique discrète? Parce que le détroit d'Ormuz venait d'être partiellement fermé. Résultat, le GNL Qatari ne circulait plus vers l'Europe. Les réserves étaient basses après l'hiver, et la volatilité du marché s'est transformée en angoisse palpable sur la sécurité énergétique du continent. Autre indice de cette fébrilité, l'abaissement silencieux des normes de remplissage des stocks gaziers. Jusqu'à récemment, l'Union européenne exigeait de ses membres qu'ils remplissent leurs réserves à 90% avant l'hiver. Désormais, la barre est descendue à 80%. Sur le papier, ça paraît anodin, 10 points de moins. Mais en volume, cela représente 10 milliards de mètres cubes de gaz en moins, soit plusieurs semaines de chauffage pour des millions de foyers européens. Cette mise à jour technique des règles, présentée comme un simple ajustement administratif, masque en réalité une adaptation forcée à un contexte d'approvisionnement beaucoup plus incertain. Voilà la contradiction fondamentale. D'un côté, les discours officiels martèlent l'idée d'une Europe désormais indépendante, solide, débarrassée de ses chaînes russes. De l'autre, les coulisses bruissent de procédures d'urgence, de recommandations pour constituer des stocks à tout prix et de normes discrètement révisées à la baisse. Qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas de simples hésitations bureaucratiques. C'est la marque d'une stratégie dont la logique même conduit à une nouvelle forme de dépendance, potentiellement plus risquée, parce qu'elle repose sur des routes commerciales vulnérables, une géopolitique incertaine et une volatilité des prix que personne ne contrôle vraiment. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la sécurité énergétique de l'Europe. C'est votre quotidien, le coût de votre chauffage, la stabilité de votre emploi, la solidité de l'économie qui vous entoure. Prendre pour acquises les promesses de sécurité énergétique, sans voir qu'on a simplement déplacé la dépendance, du pipeline russe à un détroit sous tension militaire permanente, c'est s'exposer à de nouveaux chocs, peut-être plus soudains et moins prévisibles encore. Alors, la vraie question c'est, cette version héroïque du sacrifice européen a-t-elle vraiment convaincu son auditoire australien? Ou bien les parlementaires, eux, ont-ils perçu l'écart entre la rhétorique de l'indépendance et la réalité d'une vulnérabilité déplacée? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Parfois, l'argument le mieux ficelé se retourne contre son auteur. Regardez ce qui s'est passé à Canberra. Ursula von der Leyen, devant le Parlement australien, veut frapper les esprits. Elle demande aux députés d'imaginer que l'Australie, du jour au lendemain, interdise ses exportations de minerais de fer. Sous-entendu, voyez ce que l'Europe a fait en renonçant au gaz russe, c'est un sacrifice immense, un exemple à suivre. Mais dans la salle, les parlementaires australiens ne sont pas nés de la dernière pluie. Pour eux, le minerai de fer, ce n'est pas un symbole abstrait, c'est la colonne vertébrale de leur économie, des milliards de revenus, des emplois, la valeur de leur dollar, la stabilité sociale. Ils savent très bien ce que signifierait une telle interdiction. Des mines à l'arrêt, des dizaines de milliers d'emplois menacés, le budget national plombé, et une crise avec la Chine, leur plus gros client. Ce n'est pas de la théorie, c'est leur quotidien. C'est là que le piège rhétorique se referme. Plus l'argument est précis, plus il parle à des experts, plus il dévoile ses propres failles. Les députés australiens, eux, comprennent tout de suite l'ampleur du sacrifice européen, et pourquoi ils ne le feront jamais chez eux. Ils écoutent poliment, mais dans leur tête, le raisonnement est implacable. Oui,
on mesure la douleur. C'est justement pour ça qu'on ne s'infligerait jamais pareil choc. C'est toute l'ironie de la scène. La comparaison, censée magnifier l'acte héroïque, expose en fait les limites et les risques d'une telle décision. Un argument pensé pour inspirer finit par convaincre surtout de ne pas l'imiter. Ce moment révèle une leçon fondamentale. Plus une audience maîtrise un sujet, plus elle perçoit ce que le discours officiel ne dit pas. Ici, la rhétorique du choix courageux se heurte à la réalité brute des chiffres et des conséquences sociales. Derrière le mot douloureux, il y a des milliards envolés, des hausses de prix, des pertes d'emplois, des tensions politiques. La communication met en avant le panache, mais ceux qui connaissent les rouages mesurent le coût et le risque. D'ailleurs, l'exemple australien éclaire la logique européenne sous un autre angle. On découvre, en décortiquant la chronologie de la semaine, l'écart béant entre le discours public et la gestion en coulisses. D'un côté, Ursula von der Leyen martèle « Retour en arrière impossible, jamais, quelles que soient les circonstances ». De l'autre, à Bruxelles, circulent dans le même temps des messages d'alerte. Faites des réserves de gaz au plus vite, baissez les exigences sur le niveau de stockage, préparez-vous à une volatilité extrême. Au grand public, on parle d'indépendance, de fermeté totale. Mais les instructions en interne montrent l'inquiétude, l'urgence, la nécessité d'adapter les règles pour éviter l'insoutenable. Ce n'est pas une contradiction pure, c'est une différence de niveau. Le récit public, c'est le roman national, l'image de soi, la promesse d'un avenir meilleur grâce à des choix courageux. Mais l'opérationnel, c'est la gestion quotidienne des risques, la recherche de marge de manœuvre, l'anticipation des crises. L'écart entre les deux, c'est l'espace où circulent les vraies inquiétudes et où se jouent les vraies conséquences, pour les économies, pour les citoyens. Pour ne pas être les dupes de ces récits calibrés, il y a des indices à repérer. D'abord, guettez les moments où la rhétorique devient trop absolue, où l'on ferme toutes les portes. Jamais, en aucun cas, quoi qu'il advienne. Ensuite, comparez les annonces solennelles aux mesures prises dans la discrétion. Quand une décision est vraiment assumée, discours et actes coïncident. Mais si l'on accrédite en public l'idée d'une rupture définitive tout en adaptant discrètement les règles pour limiter les dégâts, c'est le signe d'un décalage. Enfin, fiez-vous à la réaction des publics avertis. Plus une audience comprend le sujet, moins elle se laisse impressionner par les envolées héroïques. Les Australiens, eux, ont parfaitement saisi ce que l'Europe voulait démontrer, et pourquoi ils choisiraient une toute autre voie. La vraie vigilance, c'est de garder un œil critique. Sans cette lucidité, on devient la cible idéale des narratifs bien huilés, et on risque d'en payer le prix dans son porte-monnaie, son emploi ou la stabilité de son pays. Lire entre les lignes, c'est se donner les moyens d'anticiper, d'agir et de ne pas subir. À présent, il reste à refermer la boucle et à tirer la véritable leçon de ce moment d'histoire. La prochaine fois qu'on vous parlera de sacrifice, demandez toujours « qui paie ?» Parce que derrière chaque mot fort, chaque déclaration enflammée sur le courage ou la douleur d'une décision collective, il y a une addition bien réelle, et elle ne tombe jamais du ciel. Ce mot, douloureux, vous l'avez entendu de la bouche d'Ursula von der Leyen au Parlement australien. Mais maintenant que vous connaissez l'envers du décor, il prend une autre saveur. Douloureux, oui, mais pour qui? Pour les responsables politiques qui annoncent, ou pour les ménages et les entreprises qui encaissent l'explosion des coûts, la peur de la pénurie, la volatilité de l'emploi, l'incertitude sur la suite. C'est là toute la différence entre le discours public et la réalité des faits. Ce n'est pas une question de mensonge pur et simple. Non, chaque niveau du discours a sa part de vérité. Dire « nous avons coupé le gaz russe » est politiquement fort, symbolique, porteur. Mais dans les faits, ce geste présenté comme soudain, héroïque, s'est avéré être un processus graduel, semé de compromis, de dérogations temporaires, de contournements et de bricolage d'urgence. Pendant qu'on proclamait l'indépendance énergétique, on expédiait en urgence des instructions de stockage, on ajustait à la baisse les normes de sécurité parce que la réalité industrielle, elle, ne se laisse pas dicter par la seule volonté politique. Ce que cache le mot « douloureux », c'est tout ce qui n'est pas dit dans une allocution officielle.
Les chiffres bruts, la facture gonflée du gaz, les industries qui tournent au ralenti ou se délocalisent, les familles qui voient leurs factures de chauffage grimper en flèche. Ce sont des choix contraints, pas des sacrifices héroïques consentis dans l'élan de la vertu. Et dans cette semaine de mars, tout s'est joué en coulisses. D'un côté, la posture irréversible, il n'y aura pas de retour en arrière, quoi qu'il en coûte. De l'autre, la gestion de crise à la va-vite, les réglementations modifiées à la baisse, l'angoisse palpable d'un hiver trop long. Se contenter de la surface, c'est prendre le risque d'avaler un récit simplifié, calibré pour rassurer ou galvaniser, mais qui vous prive des leviers essentiels pour comprendre ce qui se passe vraiment. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de l'hygiène intellectuelle. Si vous vous arrêtez aux mots, vous risquez d'être manipulé, de manquer les signaux faibles, de ne pas voir venir les conséquences qui vous concernent directement. Hausse du coût de la vie, contraction économique, fragilisation de l'emploi, crispation sociale. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de sacrifice au nom de l'intérêt général, posez-vous cette question simple. Qui paie, concrètement? Qu'est-ce qui change vraiment pour l'industrie, pour votre facture, pour l'équilibre politique? Et surtout, quelles décisions discrètes ont été prises, loin des caméras, pour gérer ce sacrifice dont tout le monde parle? C'est là, dans ces détails, que se loge la véritable information. Pas dans le grand récit, mais dans la mécanique du quotidien, dans la somme des petits arrangements et des grandes difficultés. Le mot « douloureux » n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un révélateur. Un mot qui, s'il est pris au sérieux, oblige à regarder au-delà de l'émotion du moment, à fouiller le détail, à relier les dates, les instructions, les ajustements techniques. Un mot qui dit « Attention, la réalité ne se résume jamais à une déclaration ». Et il pose une question cruciale. Est-ce que le prix payé correspond vraiment à l'objectif annoncé? Ou bien la politique du symbole s'est-elle substituée à la lucidité stratégique? Rester vigilant sur la distance entre le discours et les faits, c'est préserver votre capacité à anticiper les risques, à lire entre les lignes de l'actualité, à protéger vos intérêts quand le monde change. Parce que si vous laissez les mots remplacer l'analyse, d'autres décideront pour vous, et vous paierez l'addition, parfois sans même le savoir. Alors, dites-moi en commentaire. Pensez-vous que l'Europe sortira de l'hiver prochain sans avoir à utiliser, encore et encore, ce mot douloureux? Ou bien sommes-nous partis pour une longue saison de sacrifices et de découvertes sur ce qu'ils impliquent vraiment? Si vous voulez continuer à décrypter le vrai du faux, à comprendre la mécanique derrière les annonces, abonnez-vous. Ici, on garde toujours un œil sur le fil invisible qui relie les mots à la réalité.